Pour moi, être un homme Pour moi, aujourd'hui, un homme, c'est Honnêtement, je me suis Être pas un homme, beaucoup pour posé moi, la une question. personne qui a un sexe différent des c'est femmes. être une potentielle agression. Encore et toujours être en situation de Et qu'à un privilège. moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James c'est Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui C'est on d'abord est. être un humain, Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. à la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. C'était à la mi-janvier, quelques jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. En me baladant dans Paris, je suis tombé sur un kiosque à journaux sur lequel était affichée la une d'un hebdomadaire consacré au nouveau Premier ministre. Je me souviens avoir été glacé par le fait que quelqu'un avait pris soin d'inscrire au feutre, sur cette affiche, ces deux simples lettres. PD. Je me suis dit qu'il était quand même hallucinant qu'on puisse reprocher 1000 choses à cet homme politique et à ceux dont il partage les idées, mais que la personne à l'origine de cette inscription n'ait trouvé que ça à écrire. À cet instant, j'ai éprouvé de la compassion pour Gabriel Attal, et il n'est pas sûr que ça se reproduise de sitôt. Mais avoir fait tant d'efforts pour atteindre les sommets, être responsable de l'orientation politique de la France pour les 3 ans à venir, et finir par être insulté en raison de son orientation sexuelle, personne ne mérite ça. Personne. Gabriel Attal est le premier homme ouvertement gay à avoir été nommé Premier ministre de la France. Hasard du calendrier, peu après sa désignation, Sonia Tir sortait un livre intitulé « Sortir du placard, LGBT en politique », publié chez Fayard. Et quand j'ai rencontré la conseillère politique et ancienne journaliste, nous avons évidemment parlé de Gabriel Attal. Alors Gabriel Attal, il est sorti du placard. Il est sorti du placard par une manière assez particulière, c'est-à-dire qu'il a été outé par son ancien camarade de classe, Juan Branco. En fait, il n'était pas forcément prêt à le faire. Il se cachait pas. Les gens étaient au courant qu'il était en couple avec le ministre des Affaires étrangères actuel, Stéphane Séjourné, mais il en faisait pas affichage. Il voulait pas en parler. C'était un truc assez délicat pour lui. Et il a été outé. En fait, c'est son ancien camarade de classe qui a décidé de le dire dans son livre. Et c'est là où l'information est devenue publique. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. On peut penser ce qu'on veut du Premier ministre, mais c'est quelque chose qui, je pense, psychologiquement, ne doit pas être simple à résoudre. Un outing, c'est-à-dire la révélation de l'identité ou de l'orientation sexuelle d'une personne sans son consentement, c'est forcément violent. Mais dans le cas de personnalités publiques et politiques comme Gabriel Attal, il faut aussi parler du fait que cela les dépossède soudain de la façon dont ils souhaitent communiquer ou non sur le sujet. Soudain, ça ne leur appartient plus. Alors Gabriel Attal s'est réapproprié son homosexualité en décidant tout simplement que ce n'était pas un sujet. Moi, il me répond pas dans le livre et on me dit il ne veut pas être dans un livre marketé LGBT, politique, ça ne l'intéresse pas, c'est pas sa manière de faire de la politique. Donc voilà, il y a un sujet. Je ne pense pas que la nomination de Gabriel Attal va changer en positif la question des droits LGBT parce que justement, lui, il considère qu'il fait de la politique pour tout le monde et il supporte pas l'idée qu'on puisse l'enfermer dans une case. Donc non, je pense pas qu'il prendra à bras-le-corps le sujet. Pour lui, il fait de la politique un peu à l'ancienne, quoi. C'est je veux pas être dans une case ou quelque chose comme ça. Ce qui est un peu dommage quand on est le Premier ministre et vu l'urgence qu'il y a sur ces sujets. Mais se pose du coup la grande question, celle dont se sont emparés les médias dès l'arrivée du nouveau Premier ministre. On me pose souvent la question depuis la sortie du livre sur est-ce qu'on doit commenter par ce prisme-là la nomination de Gabriel Attal. Je sais que ça gêne beaucoup de gens. Ça, c'est un truc très français parce que si on regarde la manière dont Gabriel Attal a été dépeint à sa nomination dans les journaux américains, les journaux anglais, on disait voilà le jeune Premier ministre gay. Et c'était évident pour ces journalistes et ces médias de le traiter comme ça. Nous, en France, c'est un truc, il y a encore une gêne là-dessus parce que justement, les Français ont un truc un peu réac, franchement, qui dit oui, il faut pas, ça nous concerne pas, c'est sa vie privée, on veut pas être dans son lit, on veut pas savoir ce qu'il fait, etc. Oui, moi, je suis pas en train de commenter la vie façon gossip de Gabriel Attal, de avec qui il est, avec qui il couche, c'est pas mon sujet. Mais je dis juste qu'il est Premier ministre, il est gay. Et en fait, on est dans un climat en France qui est très dur pour les personnes LGBT, avec des violences qui sont en augmentation, avec 74% des couples LGBT qui ont peur de se tenir la main dans la rue. Donc en fait, évidemment que c'est un sujet, le fait que Gabriel Attal y soit gay, parce que c'est le Premier ministre et c'est lui qui prend les décisions avec le président. C'est un sujet à partir du moment où il est à ce poste-là, en fait. À Matignon, Gabriel Attal a succédé à Elisabeth Borne, à laquelle un passage du livre est d'ailleurs consacré. Alors, sans en faire le jeu de la diffamation, parce que Elisabeth Borne, elle porte plainte assez facilement sur ce genre de sujet, Elisabeth Borne n'a jamais fait de coming out. Pour Elisabeth Borne, un, c'est sa vie privée, elle ne veut pas en parler, et deux, elle n'est pas elle-même LGBT. Donc, c'est pour ça qu'il y a un livre qui est sorti il y a quelques mois relatant en fait, voilà, des choses sur sa vie personnelle, et qu'elle a attaqué tout de suite la journaliste qui a fait ce livre et la maison d'édition. Alors, elle n'a pas fait interdire le livre, et bon, ça, c'est quelque chose
qui est important de souligner. Mais par contre, elle a fait en sorte que les passages soient retirés. Elle a porté plainte contre la journaliste, qui a été condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Ce livre, signé Bérengère Bonte, s'intitule La Secrète. Et quand moi je l'interroge pour le livre, donc vraiment je peux pas dire que j'ai fait un entretien avec elle tellement c'était court, elle me dit en fait c'est ma vie privée et je n'ai pas supporté que quelqu'un fasse un livre, mette le nez là-dedans, alors que j'avais dit que je ne voulais pas parler de ma vie privée. Donc elle, c'est vraiment un truc un peu, encore une fois, je pense à un clivage générationnel, où en fait elle dit je suis première ministre, ça ne doit pas rentrer en jeu sur la manière dont les gens doivent m'apprécier, me regarder. Donc c'est vraiment freine des cas de fer et ça n'existe pas, ce n'est pas un sujet pour elle aussi. Après, ça n'empêche pas d'avoir peut-être des paroles militantes sur certaines choses, mais en tout cas, elle considère que c'est vraiment une intrusion dans sa vie privée et elle portera plainte à chaque fois en fait. Et puisqu'on en est au chapitre féminin du livre, signalons que les femmes sont présentes en assez petit nombre dans le livre de Sonia Tir, mais que ça n'est absolument pas le fruit de la volonté de l'autrice. En fait, elles sont très peu, elles ont peur de parler, elles sont arrivées à des postes. Moi, j'ai échangé avec des femmes en off qui me racontent des choses, des femmes qui étaient dans l'ancien gouvernement, des femmes qui étaient dans des postes d'ambassadrices, vraiment des gros postes en fait de cette vie politique française, mais qui disent, en fait, j'ai tellement galéré en arrivant là en tant que femme, ça a tellement été semé d'embûches parce que le système politique tel qu'il existe encore est un système patriarcal, et elles ont tellement galéré à être là, qu'une fois qu'elles sont là, elles se disent mais en fait je vais pas en plus raconter ça parce que ça va être tellement violent, ça va tellement être un truc que je vais pas contrôler, j'ai peur qu'on me prenne pas au sérieux. Il y en a même une qui m'a dit ça, j'ai peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Comme si en fait le fait d'être une femme et lesbienne c'était un truc qui était un peu superficiel. Est-ce que ça signifie qu'en politique, il est encore plus difficile d'être une femme lesbienne qu'un homme gay ? Pour moi, c'est très clair. Et vraiment, l'enquête que je fais dans le livre me l'illustre. C'est plus difficile d'être une femme lesbienne en politique. Moi, j'aime bien dire que c'est la double peine, parce que femme et lesbienne, oui, c'est plus compliqué. Et puis, il faut juste voir l'affichage qu'il y a. On peut citer pas mal d'élus hommes gays. On galère quand il faut citer des femmes élues lesbiennes. Peut-être que les femmes lesbiennes manquent aussi d'un modèle fédérateur qui puisse leur donner envie de sortir elles aussi du placard. Car si le travail et les convictions d'Alice Coffin sont par exemple admirables, celle-ci est loin de faire l'unanimité dans le champ politique, puisqu'il lui est notamment reproché de ne pas s'intéresser suffisamment aux autres vecteurs d'inégalité. Et puis les cabales successives menées à son encontre, notamment dans la foulée de la sortie de son livre Le génie lesbien, ont dû passer l'envie à beaucoup de femmes lesbiennes ou bisexuelles d'évoquer publiquement leur orientation sexuelle. C'est encore plus vrai pour les personnes trans, car là, le décompte est très vite fait. C'est simple, il y en a deux. On peut compter sur les doigts d'une main, il y en a deux. Il y a deux femmes, et Estelle Zabot et Mariko, qui sont toutes les deux dans le nord de la France. Donc bravo le nord de la France pour cette inclusivité. C'est des femmes de plus de 50 ans qui ont commencé à s'intéresser à la politique il y a plusieurs dizaines d'années. C'est une autre ambiance. En fait, elles ont commencé à faire de la politique dans un climat très réactionnaire, très compliqué pour les personnes LGBT. Donc je pense qu'il y a eu tout de suite un truc de protection vis-à-vis de la manière dont elles allaient faire leur mandat, et qu'en fait leur transition c'était pas du tout quelque chose qu'elles voulaient visibiliser ou porter comme un combat, mais sauf qu'en fait malgré elles, comme elles sont que deux, elles sont obligées en fait de parler. Et je pense à Mariko qui prend des trucs hyper durs sur elle, qui quand elle va sur des plateaux télé on remet en question tout ce qu'elle est, enfin c'est d'une violence terrible, et en fait parce qu'elle a pas le choix, si elle parle pas et si Estelle elle parle pas, en fait il y a personne qui parle, et ça donne pas envie peut-être à des femmes ou des hommes trans de se lancer en politique. Quant à la question des hommes trans, elle aussi est rapidement réglée. J'ai pas rencontré d'hommes trans en politique pour le livre. J'ai discuté avec des hommes trans qui étaient plutôt militants politiques, notamment chez Europe Écologie Les Verts ou à la France Insoumise, mais ils étaient toujours dans le cadre du militantisme et pas prêts. Et aussi, je pense qu'il y a l'appareil politique des partis qui fait qu'on choisit les gens pour les mettre dans des élections, qui est pas non plus aussi très ouvert pour leur permettre de se dire bon, je vais pouvoir porter ces sujets. Du côté des hommes cisgenres, il y a en tout cas plus de modèles auxquels se référer, à commencer par Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, que Sonia Tir décrit comme celui qui a vraiment ouvert la voie. Le précurseur, oui, sur le coming out en politique, c'est Bertrand Delanoë. Il le fait fin des années 90, où vraiment, si on regarde les sondages de l'époque qui ont été faits, l'opinion publique, elle est vraiment très, très, très contre toutes les avancées qui concernent les droits LGBT, contre le mariage, contre le Pacs, contre tout, en fait, contre la PMA. Enfin, c'est des choses qu'on n'imagine même pas, en fait, fin des années 90. Et lui, en fait, il a en tête de devenir maire de Paris, de devenir, l'élu de la plus grande ville de France, voire d'Europe, et puis une ville hyper influente au niveau
niveau mondial. Et il se dit, je peux pas me lancer dans la campagne si je fais pas mon coming out. J'ai un devoir de transparence à faire. Je le fais. Alors après, il le fait avec ses codes, les codes de l'époque aussi, parce que voilà, il le fait à la télé. Le truc est hyper médiatique. En fait, c'est vraiment, c'est des gros moyens, c'est une grosse émission avec des millions de téléspectateurs. Mais il choisit de le faire avant de se lancer dans la course à la mairie. Dès le début du livre, à travers la question Delanoë, puis dans les autres exemples cités, Sonia Tir explique en détail que le timing est très important. On a l'impression que dans la majorité des cas, les hommes politiques qui ont fait leur coming out ne l'ont fait que quand ils s'y sont sentis contraints. Quand ils ont réalisé que s'ils attendaient trop longtemps, ils allaient être outés, que d'autres allaient s'approprier leur récit, et qu'il valait mieux choisir leur moment et leur façon de faire. Mais en fait, maintenant, en 2024, on n'imagine pas ou peut se lancer en politique dans la course pour un mandat et pas faire le jeu de la transparence là-dessus, même si on va me dire l'intime, c'est le privé, etc. Oui, certes, ok, mais quand on se lance dans une course, dans une élection aussi importante, en fait, à un moment, on risque de se faire outer. C'est comme ça. Enfin, voilà, ça va tellement vite maintenant que la vie perso d'une personnalité politique, elle intéresse tout autant que son programme, que ce qu'il a fait avant, ce genre de choses. Chez les plus jeunes, d'autres ont vécu des expériences bien différentes et très riches d'enseignements. C'est le cas de Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique entre 2017 et 2019, et qui était en poste au moment de son coming out. C'est assez intéressant, Mounir Majoubi, parce qu'il le fait, et il considère que c'est normal de le faire. Il n'a pas vraiment préparé le moment, contrairement à ce qu'on disait précédemment sur Delanoë. Lui, c'est pas un coup de com', c'est pas réfléchi, c'est pas pour se lancer dans une élection parce qu'il est déjà ministre. C'est vraiment parce que c'est une journée de lutte, c'est dans le cadre de la Semaine des Fiertés. Enfin, il se dit, en fait, moi, j'ai pas fait mon tweet alors que je suis ultra concerné, et que si je peux être ministre maintenant et gay, c'est parce que justement, il y a eu ces luttes-là. Donc il commence à faire son tweet et en fait il se rend pas compte que en fait Mounir Majoubi c'est Mounir Majoubi, mais que Mounir Majoubi il a un papa, il a une maman, il a des frères, il a des sœurs, il a pas de frères, il a des sœurs. Et il pense pas forcément à sa famille qui, elle, est de l'autre côté de la Méditerranée et qui est pas au courant. Et surtout, qui va l'apprendre par les médias, en fait. Qui va l'apprendre par un journal télévisé marocain qui va dire « Le ministre de numérique est homosexuel ». Et ça, en fait, il avait pas du tout calculé ce truc. Et il se retrouve avec une avalanche de messages, des conséquences vraiment dans sa vie familiale par rapport à sa mère, des insultes, des choses assez dures à vivre. Dans le livre, il dit, en fait, il faut faire son coming out, mais on peut aussi comprendre que des gens ne le fassent pas parce qu'ils ont trop peur de l'impact que ça peut avoir sur l'entourage. Dans le livre de Sonia Tir, les récits se suivent et ne se ressemblent pas. Le cas Olivier Dussopt, ministre du Travail du gouvernement Borne, est lui aussi très intéressant, car il se déroule en plusieurs temps. À la fin du mois de mars 2023, en pleine réforme des retraites, il a choisi Tétu pour faire son coming out. Mais pour bien comprendre son cheminement, il faut remonter 10 ans plus tôt. Sauf qu'en fait, Olivier Dussopt, il y a 10 ans, c'était l'un des rapporteurs du Parti socialiste sur le projet de loi Taubira. Et à l'époque, en fait, il se cache pas. Hein. Les gens plutôt du milieu des médias, comme Alice Coffin, qui est journaliste à l'époque, sont au courant qu'il est homosexuel, qu'il est en couple avec une personne. Et Alice Coffin, elle se dit, bon, en fait, t'es le rapporteur du projet de loi, tu vas faire un discours à l'Assemblée qui fera histoire, parce que ça va être ultra suivi. Et puis on se rappelle des débats horribles qu'il y avait à l'Assemblée. Tu vas faire ce discours, en fait, dis-nous que t'es gay. Enfin, il n'y a pas de sujet, et ça sera encore plus fort que tu le dises quand tu seras au perchoir à l'Assemblée. Et en fait, c'est assez dingue quand on réécoute le discours maintenant. On se dit, mais c'est évident, en fait. Maintenant qu'il a fait son coming out, on se dit, c'est évident qu'il est gay. Mais sauf qu'à ce moment-là, il me l'explique dans le livre, il n'est pas prêt. Et je pense que voilà, on peut critiquer Olivier Dussopt sur plein de choses, vraiment pour le coup sur plein de choses. Mais là, ce moment, ça a dû être un truc très fort pour lui et pas facile de devoir aller devant tous ces députés qui étaient contre en fait le mariage, devoir essayer de les convaincre. Alors et sans dire en fait ce qu'il était. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point, même sur des gens qui sont très intégrés, très influents parce qu'il a été ministre, etc. C'est encore un pas de dingue en fait. Ce que j'aime beaucoup dans le livre de Sonia Tir, c'est qu'elle parle de personnalités LGBT à toutes les échelles de la vie politique, en montrant que celles-ci portent toutes des responsabilités importantes mais différentes en fonction de l'envergure de leur champ d'action. Car loin de Paris et des ministères, il se passe aussi des choses très puissantes dans certaines communes de France. C'est très fort le rôle des élus LGBT en France, des élus de petites villes. Et en fait, c'est très fort parce qu'on souffre en France, et ça, c'est une urgence que le gouvernement doit prendre en considération. On souffre d'un sous-maillage territorial sur la question des centres LGBT, des lieux ressources, des lieux de protection, en fait, des personnes qui font leur coming out et qui sont dans des situations complexes. Enfin, ce serait mentir de dire que c'est simple de faire son coming out quand on habite à Saint-Dié, à Vesoul ou dans des plus petites villes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lieu ressources. C'est comme, moi, je compare assez souvent ça à l'avortement.
département. Quand on est une jeune fille et qu'on habite à Vesoul, je vais encore prendre l'exemple de Vesoul, et qu'il faut se faire avorter, c'est pas aussi évident que si tu te fais avorter dans le 10e arrondissement de Paris. Et je prends cet exemple parce que pour moi, c'est assez flagrant. La première fois qu'un centre LGBT a ouvert à Marseille, alors Marseille, c'est une grande ville, c'est la 2e ville de France, c'était là en décembre. En un sens, c'est comme si plus la commune était petite, plus les responsabilités étaient grandes. Sonia Tir développe notamment le cas de David Valence, qui est désormais député des Vosges après avoir été maire de Saint-Dié-des-Vosges, 19 000 habitants, mais aussi celui de Gilles Averrousse, maire de Châteauroux depuis 2014. Que ce soit, par exemple, David Valence qui fait son coming out à Saint-Dié-des-Vosges ou Gilles Averrousse à Châteauroux, ces personnes qui parlent de leur homosexualité et qui en font vraiment quelque chose qui va avec leur engagement politique, ils sont ultra identifiés. En fait, par exemple, David Valence, il me raconte qu'il reçoit des lettres, autant des grands-parents qui ont ça dans leur famille et qui se disent en fait, je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je veux protéger mon petit-fils ou ma petite-fille, que des personnes eux-mêmes qui font leur coming out et qui se disent en fait, je me suis pris une tarte parce que j'ai fait mon coming out chez moi, ou au contraire, je voudrais faire mon coming out, comment je peux faire ? Si ça se passe mal, est-ce qu'il y a une porte de sortie ? Et en fait, les élus, ils se retrouvent à devoir gérer le rôle qui est censé être un rôle que l'État doit gérer en proposant des ressources. Alors après, il faut pas fantasmer, il y aura jamais un centre LGBT dans toutes les villes de France, c'est pas possible. Mais au moins qu'il y ait un vrai maillage territorial sur tous les départements, je pense que c'est un truc qui est potentiellement accessible. Parfois, ces maires se heurtent à une triste réalité, celle de l'homophobie ordinaire, peut-être encore plus cinglante à l'échelle locale, car elle est subie de plein fouet, en face à face. T'as beau être un super élu, faire ton coming out, essayer de réconcilier les personnes, t'as des gens, et le sondage qu'on a fait pour le livre le prouve, t'as des gens qui sont contre ça et qui considèrent que c'est contre nature, qui considèrent que c'est mal, qui considèrent que ça les concerne pas. Bref, on a encore des gens qui sont très conservateurs sur ce sujet. Et ce qu'il raconte David Valence, c'est assez fort. Il passe 4 heures à faire cette réunion avec des femmes en expliquant tout son programme là-dessus, sur les places en crèche, sur des trucs vraiment très précis d'un élu local, de vraiment le maire qui s'occupe de ta vie du début jusqu'à la fin. Et en fait, à la fin, elles lui disent nous, c'était pour des raisons religieuses qu'elle disait ça, notre foi fait que on ne pourra pas te donner notre voix parce que justement, t'es homosexuel. Donc ça, c'est ultra violent. Comme il raconte aussi qu'il y a eu, il l'a pas dit dans le livre, mais il me l'a raconté, il doit se rendre à un déjeuner avec des barons de la droite de son coin, etc. Et qu'il reçoit un message d'un élu de droite qui lui dit « Je préférerais qu'on ne soit pas assis à côté, en fait ». Et puis, il y a ce qui se produit à une autre échelle, avec d'autres enjeux, d'autres conséquences, une autre visibilité aussi. Prenons l'exemple de Xavier Bettel, qui est désormais vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, après en avoir été le Premier ministre. Il vit avec Gauthier Destenay, un architecte belge, avec qui il a contracté un partenariat civil en 2010, c'est-à-dire l'équivalent de notre Pacs. Gauthier Destenay se retrouve alors dans une position inédite, celui de premier conjoint d'un chef d'État masculin. Il accompagne son mari au sommet de l'OTAN, donc avec à l'époque Donald Trump et sa femme, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, et d'autres chefs d'État, le président turc et sa femme. Et il y a une photo, comme tout le temps dans ce genre de choses protocolaires, il y a une photo et c'est le seul homme sur la photo. Et donc là, forcément, les médias, ils décident de traiter cette photo par ce biais-là, en disant c'est le seul homme, etc. Et donc en fait, ça soulève une question qui est ultra importante dans notre diplomatie, la place du conjoint d'une personnalité politique LGBT. Cette place n'existe pas. Sonia Tir évoque aussi le courage dont a fait preuve Xavier Bettel en évoquant l'homophobie auprès de grands responsables internationaux qui n'ont pas l'habitude que ces sujets soient mis sur la table. Donc il est le Xavier Bettel parce que c'est le Luxembourg et que c'est un petit pays, mais un petit pays qui a beaucoup d'argent et qui est très influent sur la scène internationale quand même. Il est invité en fait à un sommet de la Ligue arabe qui se passe il y a quelques années et celui qui fait l'accueil, c'est le maréchal al-Sisi en Égypte. Bon voilà, l'Égypte, c'est quand même un des pays qui réprime le plus l'homosexualité dans le monde. Et en fait, une discussion se fait à table. Donc il faut imaginer la table, il n'y a que des hommes autour de la table, que des chefs d'État hétérosexuels. En plus, c'est des pays qui sont plutôt pas très open sur le sujet des droits LGBT. Et donc Xavier Bettel, il est interpellé en sa qualité de chef d'État d'un pays européen sur l'islamophobie qui existe. Et donc Xavier Bettel, il se dit, c'est l'occasion en fait. Je vais lui dire, ok, moi je me préoccupe des musulmans au Luxembourg et c'est important et sur la scène européenne et c'est ultra important de condamner les discriminations. Mais par contre, en fait, moi, dans votre pays, je pourrais être condamnée à mort parce que je suis mariée avec un homme. Et ça, c'est quand même assez dingue. C'est pas ce genre de réunion protocolaire, diplomatique. On ne dit pas ça, en fait. Tout est calibré, tout est réfléchi. Il y a un sujet, on en parle, on s'écarte pas. Et lui, il le fait et c'est très fort. La preuve que, n'en déplaise à Gabriel Attal, l'homosexualité est un sujet et que porter cette thématique en tant que personne concernée peut s'avérer extrêmement important.
J'en reviens d'ailleurs à la France pour évoquer une autre partie du livre de Sonia Tir qui consacre un chapitre à la gauche et un autre à la droite. Elle montre que leurs rapports aux questions LGBT sont certes différents, mais qu'en revanche, il serait faux de décrire la gauche comme un camp 100% inclusif et gay-friendly, qu'on opposerait à une droite qui, elle, aurait le monopole de l'intolérance. Et c'était important pour moi de traiter les deux à la même échelle, pas forcément dans la même dimension, parce qu'effectivement, à droite, en France, on a quand même une droite au Sénat qui est homophobe, qui vote encore, il n'y a pas très longtemps, contre l'indemnisation des personnes condamnées pour homosexualité avant la dépénalisation de 81. On a encore des gens en 2024 qui votent contre. Et ça, c'est à droite que ça se passe. C'est pas à gauche, c'est à droite. Donc c'est pas les mêmes raisons, ça vient pas de la même chose, mais ce serait pas honnête de ma part, et moi j'essaye de faire un truc neutre dans mon livre, de faire un traitement neutre de la vie politique française, de dire que ça n'existe pas aussi à gauche, sauf qu'en fait, la différence entre la gauche et la droite, c'est que la gauche, ils ont quand même plus conscience de leurs limites et qu'ils sont beaucoup plus moteurs et motivés pour essayer de changer les choses à coup de formation, à coup de sensibilisation, notamment là pour la France insoumise. Alors, je soulève les insultes homophobes que Sophia Chikiro a tenues à l'encontre d'un ancien salarié. Tout de suite, ça a été pris au sérieux dans le parti et il y a un député gay qui s'appelle Andy Kerbrat qui a été missionné pour faire des formations aux politiques. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la France insoumise, ils disent on doit encore apprendre. Et ça, je trouve ça bien. Contrairement à droite, où pour le coup, là, c'est vraiment pas de son, pas d'image, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, comment aborder ce sujet sans parler de ce qui se passe au Rassemblement national, dont on a l'impression que c'est actuellement le parti au sein duquel il y a le plus d'élus ouvertement gays, ce qui est quand même le monde à l'envers. Sonia Tir s'appuie notamment sur l'exemple de Thomas Ménager, jeune député du Loiret, à qui d'autres cadres du RN ont tout de suite expliqué qu'il ne devait pas rester dans le placard et qu'il lui fallait absolument faire son coming out. Ce qui est assez impressionnant et peu rassurant, c'est qu'au RN, c'est limite plus confortable de faire son coming out que, par exemple, aux Républicains, donc à droite. On a encouragé Thomas Ménager à le faire parce que, justement, lui, dans sa circo, il vit avec son compagnon, ils font les courses, ils ont acheté une maison, ils ont pour projet d'adopter, enfin voilà, plein de choses de la vie normale, mais qui, en fait, quand tu es une personnalité politique et que tu es médiatisé, ou pas forcément médiatique, mais que tu es un élu, que donc tu es le député de la circo, donc les gens te croisent aux fêtes, etc., la question se pose de pourquoi tu es tout seul, tu es avec qui? Et donc, en fait, l'entourage de Thomas Ménager lui a dit, là, il faudrait quand même que tu le fasses parce que sinon, tu contrôleras pas la manière dont tu le feras. Il y a au Rassemblement national une stratégie qui s'exerce aussi bien à l'échelle locale qu'au niveau national, et ça ne date pas tout à fait d'hier. Il y a eu Florian Philippot à l'époque, il a été écarté depuis quelques années, mais c'était quand même, c'était le cerveau plus ou moins de la dédiabolisation du RN, ça a commencé par lui. Le RN s'est demandé comment siphonner les réservoirs d'électeurs LGBT, et sa réponse est la suivante. Se tenir à distance de l'homophobie décomplexée de Jean-Marie Le Pen, raison pour laquelle certaines personnes LGBT rechignaient jusqu'ici à voter pour le Front National. D'où la méthode Marine Le Pen. Là, elle se dit, en fait, si je veux aller récupérer des voix, je vais commencer à dire que moi, il n'y a pas de problème dans mon parti. Comment ça se passe quand on veut dire qu'il n'y a pas de problème dans son parti? On met à des postes très visibles des personnes LGBT. On nomme vice-président de l'Assemblée nationale Sébastien Chenu, élu ouvertement gay. On met au porte-parole, donc le rôle un peu de puncher, la personne qui va aller sur les émissions télé pour porter la parole du RN. On nomme Jean-Philippe Tanguy et Thomas Ménager, c'est eux les porte-parole du parti, pour aller défendre en fait cette idée de dire il n'y a pas d'homophobie à l'extrême droite. Sauf qu'en fait, ça, c'est ce qui se voit. Mais ça, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Par contre, ce qui n'est pas visible, et ce qui est pour moi la majorité de ce qui se passe au Rassemblement national, c'est ce qui se passe par exemple au Parlement européen, porté par Jordan Bardella, où vraiment il y a des alliances qui sont faites avec le parti de Giorgia Meloni, qui est un parti homophobe, avec les partis hongrois qui sont des partis homophobes qui considèrent que les LGBT font forcément de la propagande, qui parlent d'un lobby LGBT. Ça, c'est vraiment ce qui se passe en fait au RN, au Parlement européen. Et même, là, on parle de 3 personnes qui sont out dans le parti, mais en fait, le reste, Jordan Bardella, c'est pas du tout un allié de ces sujets. Au contraire, dès qu'ils peuvent voter contre des avancées, ils le font. Et je parle même pas des personnes trans, où là, pour le coup, c'est vraiment les personnes ciblées systématiquement par l'extrême droite française. Donc, c'est ça, il faut toujours faire attention. Et moi, je suis assez triste, là, depuis que j'ai sorti le livre et que j'en discute avec les gens, je suis assez triste de voir la manière dont les gens s'intéressent peu à ce qui se passe au Parlement européen au niveau de l'extrême droite sur ces sujets. Parce que si on se mettait juste sur les derniers votes qui ont été faits depuis que Jordan Bardella est député européen sur ces sujets-là, on verrait que c'est absolument pas des alliés et que l'extrême droite est toujours homophobe. On va faire simple. Pour le Rassemblement national, un migrant LGBT, c'est avant tout un migrant. Y compris s'il vient d'un pays où son intégrité est menacée par le fait qu'il est LGBT.
Je pose la question à Thomas Ménager parce qu'il me dit je défends les LGBT, etc. Donc je lui dis s'il faut faire un centre de réfugiés et accueillir des personnes LGBT, parce que c'est encore une raison de demande de droit d'asile, quand on est un homosexuel, je sais pas, au Mali ou dans des pays où c'est peut-être plus compliqué, on demande l'asile en France pour pouvoir juste vivre tranquillement son orientation sexuelle. Et quand je lui pose la question, il me dit oui, moi je pourrais accueillir des réfugiés LGBT dans ma circo. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. L'électorat du RN et les décisions politiques du RN, c'est de ne pas accueillir de migrants. Donc en fait, qu'ils soient LGBT ou pas LGBT, c'est pareil pour eux. Ils vont d'abord voir le fait que cette personne n'a pas de papier avant de voir que la personne est menacée dans son pays pour son orientation sexuelle. Le message est clair et il ne faut jamais hésiter à le propager. Il fallait quand même que je pose à Sonia Tir la question de sa légitimité en tant que personne hétérosexuelle à écrire un tel livre. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que certes, je suis une femme hétérosexuelle, mais je suis une femme d'abord, donc je pense que niveau discrimination, on peut s'entendre avec les personnes LGBT, et puis surtout, je suis une personne racisée. Alors après, voilà, c'est raconter ma vie personnelle de dire ça, mais je pense qu'en termes de discrimination, je peux me placer à un même niveau que des personnes dont je parle dans le livre. Et aussi, ce que je dis et ce que je pense vraiment, c'est que j'écris pas un livre à la place des gens. Parce que c'est pas moi, c'est pas la première personne. Et c'est pas moi qui me permet de dire si c'est bien ou c'est pas bien. Justement, je donne la parole à ces personnalités politiques LGBT, à ces militants, à ces diplomates, pour que eux me tissent en fait un fil depuis 10 ans, ce qui s'est passé, comment ça a évolué et surtout qu'est-ce qu'il reste à faire. Sortir du placard, LGBT en politique, le livre de Sonia Tir est disponible depuis la mi-janvier dans toutes les bonnes librairies. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. À dans 15 jours.